L'idée du paysan, c'est qu'il fait les choses lui-même, il est un peu autonome. Parce qu'on voit bien qu'il y a une pression réglementaire de plus en plus importante. On a le problème de l'inflation qui fait que le poids de l'alimentation, le budget de l'alimentation sur le budget global est de plus en plus lourd. Et puis aussi les consommateurs. On sent bien que ça vient, il y a une pression culturelle, une pression médiatique qui vient essayer d'influencer un petit peu nos choix alimentaires. Ce sera aussi l'occasion pour les personnes qui ne connaissent pas Bitcoin, peut-être de sensibiliser un petit peu à ce qu'est cette alternative monétaire et pourquoi les bitcoiners s'intéressent au travail que tu fais, quoi. Je voyais plus ça, un truc un peu spéculatif, où je savais pas trop à quoi ça pouvait servir. Jérémy, Salut Jacques. c'est vraiment un plaisir de te rendre visite. Ça fait peut-être un an, peut-être un petit peu moins que je commence à entendre parler de toi. Ouais. J'avais vraiment envie de venir te voir, c'est pas si loin que ça. Et puis je pense que c'est ta démarche avec tes animaux. Là on s'en rend pas compte, mais l'odeur du foin est absolument exceptionnelle, quoi. Et en plus cette année on a fait du bon foin, donc qui est. Alors c'est pas le plus vert dans les bottes que je peux avoir, c'est pas le plus vert, mais il est quand même assez vert. Et puis ouais, c'est. Non, on a une odeur qui est absolument incomparable et qu'on retrouve en fait dans la viande parce que tu es éleveur. Tu es éleveur en viande bovine, on parlera de la race, de ton approche, etc. Mais parmi les bitcoiners, il y a un nombre croissant de personnes qui s'intéressent à ton travail, à ta manière de travailler, à tes produits aussi, bien évidemment, sachant que tu les commerces maintenant en Bitcoin, oui, entre autres. On pourra parler des raisons pour lesquelles les Bitcoiners s'intéressent à ton travail et à tes produits. Mais bien au-delà des Bitcoiners, on sent bien que la question de l'alimentation et de l'agriculture en général revient sur le devant de la scène. C'est de nouveau une préoccupation pour une bonne partie des Français et pour plusieurs raisons. En fait, on a le problème de l'inflation qui fait que le poids de l'alimentation, le budget de l'alimentation sur le budget global est de plus en plus lourd. Et les gens ont de plus en plus de difficultés à s'alimenter correctement. Or, on a bien vu à l'occasion du Covid à quel point une alimentation déséquilibrée, des populations mal nourries, comme on en trouve beaucoup dans les pays industrialisés, notamment aux États-Unis, ça fragilise le système immunitaire de la population. Ouais. On se retrouve mal nourri, obèse, et on est super vulnérable par rapport à ces maladies. Et puis par ailleurs, c'est aussi un sujet, je pense, parce qu'on voit bien qu'il y a une pression réglementaire de plus en plus importante, à la fois sur les agriculteurs qu'on contraint à adopter telle et telle production et tel mode de production, quoi faire, comment. Et puis aussi les consommateurs. On sent bien que ça vient, il y a une pression culturelle, une pression médiatique qui vient essayer d'influencer un petit peu nos choix alimentaires. Et on pressent en fait que cette pression, cette influence va aller croissant dans les mois qui viennent. Donc pour toutes ces raisons, c'est un sujet qui va non seulement intéresser les bitcoiners, mais aussi toutes les personnes qui veulent connaître, comprendre ce que tu fais, ta démarche. On parlera de ta conduite d'élevage, en fait, la philosophie qui accompagne tes pratiques. Et puis, ce sera aussi l'occasion pour les personnes qui ne connaissent pas Bitcoin, peut-être de sensibiliser un petit peu à ce qu'est cette alternative monétaire et pourquoi les bitcoiners s'intéressent au travail que tu fais, quoi. D'accord, donc moi c'est Jérémy. Donc, alors tu vois, j'essaie d'utiliser plutôt le terme de paysan plutôt qu'agriculteur. L'idée du paysan, c'est qu'il fait les choses lui-même, il est un peu autonome. Enfin, il est autonome même sur ses semences, sur son élevage. Déjà, peut-être qu'on pourrait essayer pour tout le monde de se situer. On est dans la stabulation de la ferme des Vertes Prairies. C'est ça. Tu as un site dont on affichera l'adresse qui est extrêmement bien fait, où on trouvera pas mal de renseignements. D'accord. Mais dans l'espace, on se trouve où là? En France,
C'est ça, ouais. On est à Pansé, donc Pansé. en Loire-Atlantique. Entre Nantes et Angers. C'est ça, ouais, entre Nantes et Angers. Équidistant à peu près. Ouais, équidistant à peu près, ouais. Au nord d'Ancenis pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est quoi comme terroir? On est sur quel type de... Alors là, c'est plutôt une région d'élevage comme. Traditionnellement, on est sur une région d'élevage. Ouais. Depuis toujours. Depuis toujours, depuis longtemps. Ouais, la Loire-Atlantique, elle est connue pour son lait. Puis de toute façon, plus on remonte vers l'ouest, la Bretagne, tout ça, c'est quand même des régions typées élevage. Et donc, toi, tu te lances à 25 ans dans ce métier. Tu sais que ça va te plaire. Mais est-ce que tu sais aussi à quel point c'est une entreprise un peu audacieuse? C'est, j'imagine, le poids du travail. Les contraintes financières, il faut investir dans les terres, dans le matériel. Ouais. Et puis sans doute aussi les incertitudes qui pèsent quant à l'évolution du cadre réglementaire aussi, non? Oui, puis ça peut jouer aussi, ouais, mais je pense que c'est surtout, comme tu l'as dit, l'aspect financier aussi qui peut bloquer, parce que les fermes sont chères quand même, hein, faut pas se leurrer. Ok. On en arrive à cette aventure. En fait, c'est toi qui me décriras la chose. Ouais. Je crois que ça remonte à quoi? Un petit peu moins d'un an? Un peu moins d'un an, ouais. Ça devait être au fin de printemps l'année dernière. Où tu viens au contact de la communauté des bitcoiners français. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Et puis de manière générale, ce qui se produit ensuite en termes de relations commerciales. Et puis peut-être aussi, moi ça m'intéresse beaucoup, de voir un petit peu comment toi, ton regard sur cette technologie et sur ce projet alternatif, on va dire, évolue au fur et à mesure du temps. D'accord, ouais. Eh bien, oui, pour la petite histoire, en fait, moi j'ai découvert Bitcoin par l'intermédiaire d'un copain. Au cours d'une discussion, on en parle, et puis qui me dit comme ça, il y aura peut-être quelque chose à faire en Bitcoin, parce que je pense que lui, il avait senti que il y a des personnes, il y a des bitcoiners qui ont des bitcoins et qui cherchent à les utiliser. Sachant qu'on ne l'a pas évoqué encore, mais tu es en vente directe ici. Il y a une partie de ta production qui est en vente directe. C'est quel pourcentage? À peu près 50-50. Donc ça, c'était mon ami qui m'avait m'avait conseillé de regarder le reportage d'Arte, le mystère Satoshi. Ouais. Et super reportage, parce qu'en fait, moi, l'idée que j'avais de Bitcoin à la base, c'était je connaissais pas déjà plus que ça, à part le nom, quoi. Forcément, je savais que c'était une crypto-monnaie, et je voyais plus ça, un truc un peu spéculatif, ou je savais pas trop à quoi ça pouvait servir. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'histoire de Bitcoin, dans la philosophie qu'a mis en œuvre Satoshi, enfin qu'il ou avec un S, on sait pas, mais ont mis en œuvre, et on s'aperçoit qu'en fait c'était vraiment une recherche d'autonomie, entre guillemets, de souveraineté de la monnaie, quoi, de se réapproprier un peu la monnaie pour que ça soit ouvert à tout le monde, quoi, à tout être humain, quoi, en fait. Et ça, je pense que c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent peut-être à cette émission pour le contenu plutôt agricole et qui connaissent peu Bitcoin. On peut dire qu'on dit tout et n'importe quoi sur Bitcoin, donc il y a beaucoup de désinformation, que c'est un sujet assez difficile, assez complexe, donc c'est finalement assez chronophage de se faire un bon discernement là-dessus. Et c'est une évolution majeure de la monnaie et qui répond aux besoins de préserver, à l'ère du numérique, du cash, c'est-à-dire garder la liberté de pouvoir transacter avec qui que ce soit à l'ère du numérique, sachant qu'on voit bien que de plus en plus les paiements se font sans contact, etc. On peut imaginer que d'ici une génération ou deux, il n'y aura plus de paiement en cash. C'est important de pouvoir sans doute garder une certaine intimité ou confidentialité dans les achats qu'on fait. Je veux dire, que ce soit les banques ou l'État n'ont pas à savoir chacun de nos micro-comportements. C'est ça, oui. La monnaie a historiquement été pervertie. Les gens qui en ont eu le contrôle ont rarement résisté à la tentation de la manipuler. Sur ces 50 dernières années, il y a eu un phénomène d'impression monétaire. En fait, on est rentré dans une théorie économique qui a permis au gouvernement de justifier des pratiques monétaires qui vont à l'encontre
de l'intérêt du particulier, de l'entrepreneur que tu es, puisqu'on est dans un régime inflationniste. On sait bien que si tu conserves aujourd'hui ton argent sur ton compte en banque, eh bien, le pouvoir d'achat associé à cette réserve, à cette épargne, va fondre comme neige au soleil. Oui, c'est ça. Et donc ça a pas mal d'effets pervers en fait, puisque ça stimule le consumérisme, ça décourage des comportements vertueux d'épargne, en prévision des risques qui peuvent survenir, mais aussi en prévision d'un investissement qui sera beaucoup plus structurant et qui permettra à l'entreprise d'être plus productive sans porter atteinte à la qualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai rien contre l'intensification des pratiques à partir du moment où on utilise la technologie et le savoir intelligemment et que ça se fait dans un respect de l'équilibre naturel. Ouais, quoi, ça, ouais. L'idée, c'est de bâtir, c'est d'apporter de la valeur. Et nous, on est persuadés qu'avec une monnaie saine, une monnaie qui ne triche pas, une monnaie qui est gérée par les mathématiques et pas par des institutions qui restent faillibles et vulnérables juste parce que c'est des institutions humaines. Eh bien, avec une telle monnaie, on peut remettre en place des conditions qui sont beaucoup plus favorables à une agriculture qui a du sens, une agriculture équilibrée. C'est pas incompatible avec de la technologie et de la science, bien au contraire. Ouais. C'est juste que la nature elle-même, elle est assez féconde. Quand tu plantes un grain de blé, tu sors un épi, je ne sais pas combien il y a de grains sur l'épi, si c'est 32, 64. Ça dépend des variétés. Ouais. Mais bon, il y a une fertilité naturelle, quoi. C'est ça. Et logiquement, si on fait bien le boulot, les productions qui sont adaptées au terroir, la nature est fertile. C'est ça, ouais. On doit pouvoir se nourrir de la nature. Il n'y a pas besoin d'avoir des comportements prédateurs dessus, quoi. Techniquement, si on en vient à la commercialisation de ta viande en Bitcoin, comment ça se passe, une vente en Bitcoin? D'accord. Alors ça commence par un petit formulaire tout simple, un Framaforms, formulaire de commande où le bitcoiner en l'occurrence rentre ses coordonnées et le colis qu'il a choisi. Donc ça c'est la partie commande, vous pouvez réserver son colis. Soit il vient le chercher sur la ferme, soit il peut être livré chez lui à domicile en frais. Et donc quand on arrive au paiement, en fait, j'utilise l'application Swiss Bitcoin Pay qui est d'une simplicité redoutable. Donc eux, ils te passent une commande pour un colis, 2 colis, sachant que tu proposes, tu as une diversité d'offres, hein, tu vends quoi? Alors j'ai 3 types de colis. Donc c'est des colis de 10 kg, où les 5 premiers kilos c'est des morceaux de premier choix, donc steak, faux filet, entrecôte, basse-côte, côte. Et 5 kg de morceaux de second choix, donc tout ce qui est bourguignon, pot-au-feu. Et donc dans le colis grillade, les 5 kg de morceaux de second choix sont transformés alors soit que en steak haché, soit en steak haché, saucisse, merguez et farce. Ok. Tu envoies ensuite ce qu'on appelle une facture, un invoice, puisque soit on fait un paiement sur la chaîne principale Bitcoin, où là c'est des paiements qui occasionnent des frais qui peuvent être plus ou moins importants. Et ça prend 10 minutes. Il faut patienter 10 minutes avant d'avoir une première vérification, une première confirmation. Donc c'est un petit peu plus lent, mais c'est vraiment la couche de base du Bitcoin qui ne se prête pas tellement finalement à ce type de transaction, où on va préférer l'utilisation d'une couche supplémentaire au-dessus du Bitcoin qu'on appelle la couche Lightning comme l'éclair. Ça renvoie à la rapidité de paiement justement qu'on a sur cette couche. Et ça fonctionne de la manière suivante. Tu envoies un QR code, c'est ça. Donc que tu génères à partir de ton application Swiss Bitcoin Pay. Swiss Bitcoin Pay, ouais. Et moi, je reçois le QR code, je le scanne ou je fais un copier-coller sur mon téléphone, sur mon wallet, sur mon portefeuille Bitcoin Lightning. Et là, j'appuie sur envoyer. Et voilà, en 1/10 de seconde, la transaction est arrivée. Mais finalement, les Satoshi, ces fractions de Bitcoin, arrive sur ton wallet. C'est ça, oui. Ok, et comptablement, comment ça se passe pour toi? Parce que j'imagine que quand tu as annoncé à ton comptable que tu allais vendre une partie de ta viande en Bitcoin, il a dû ouvrir des grands yeux. Arrive à te mettre en conformité, ça pose pas de problème. Ah bah de toute façon, c'est... Donc on paye en Bitcoin, mais c'est des Bitcoins que je transforme en euros. C'est ça. Si tu décides que la totalité ou une partie de la transaction tu vas la garder en Bitcoin pour te constituer une trésorerie en Bitcoin qui a quand même de fortes chances de s'apprécier dans le temps. Là, on voit que sur un an, eh bien, ça a fait... on était il y a 15 000 euros il y
il y a 1 an et demi peut-être, Ouais. et on est à 42 000 ou 41 000 aujourd'hui. D'accord, oui. Donc, Oui. si tu avais pu, et je crois que Swift Bitcoin Pay va mettre en place cette fonctionnalité qui te permettra. Oui, c'est en place du coup. C'est ouais. déjà en Ouais, place. ouais, ouais. Ouais, donc tu peux. Tu peux choisir le pourcentage si on te paye 100, pour 100 euros en Bitcoin, de mettre 50 euros, de reprendre 50 euros, puis l'équivalent des 50 euros en D'accord. Bitcoin, les laisser en Bitcoin. Pour différentes raisons, l'appréciation ou l'évolution du cours du Bitcoin est assez cyclique, un peu comme des vagues comme ça. D'accord. Mais sur le long terme, ça ne fait que s'apprécier. D'accord. Plus ça va, plus l'ensemble des acteurs institutionnels de cette planète se rendent compte que le truc ne va pas mourir, que c'est certes l'objet de spéculation, mais au même titre que, si tu veux, de nouvelles technologies comme l'aviation, l'électricité, le chemin de fer. Il y a des gens qui ont spéculé sur l'essor de ces technologies. Ils se sont dit, attends, il va se passer un truc avec ces rails, avec ces machines à vapeur, je m'investis là-dedans, quoi. Bon, là, il y a des gens qui s'investissent sur Bitcoin, qui spéculent sur le succès, sur l'essor et sur la domination, la supériorité technologique de cette nouvelle monnaie. Donc ça, c'est une spéculation très saine. Par ailleurs, il va y avoir des gens qui, de manière beaucoup plus court-termiste, vont spéculer, des traders, tu vois, à la journée. Et nous, c'est pas ce qui nous concerne vraiment. Ce qui nous concerne, toi, peut-être, c'est d'épargner, peut-être de garder 10-15% en Bitcoin, et sur le temps long, sur 4 ans, tu es à peu près sûr de faire une plus-value significative. Et tu devras t'acquitter de l'impôt sur la plus-value, qui est de 30%. Mais tu vois, je veux dire, là, sur l'année passée, tu aurais fait plus 150%. Tu aurais pu rembourser encore plus. C'est pas négligeable, c'est sûr. À la banque, etc. Tout en préservant un petit peu d'épargne. Il faudrait que j'ai un petit... Il faut que tu te constitues un petit buffer. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu es investi en Bitcoin, même sur des petites sommes, tu t'y intéresses. C'est ce qu'on appelle avoir le flash in the game. Tu y mets ta peau. Tu es engagé. Tu es engagé, donc tu vas essayer de comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, pourquoi c'est risqué. Est-ce que c'est risqué? Et ce risque, et cette menace dont on me parle, est-ce qu'elle est bien réelle? En fait, c'est là où vraiment l'apprentissage peut commencer. Non seulement parce que tu y es investi financièrement, mais aussi parce que technologiquement, tu commences à toucher un petit peu aux outils et tu vas t'intéresser pleinement à cette technologie, tout comme tu t'intéresses, que tu le veuilles ou non, au moteur de ton tracteur. J'avais compris que dans cette phase-là de démarrage d'activité, où il y a beaucoup de charges, beaucoup de dettes à rembourser, la priorité, c'était le remboursement, et donc le paiement en euros. Mais ce serait une aventure encore plus riche, à tout point de vue. Très bien, on pourrait poursuivre. Il y a encore plein de choses à dire. Jérémy, je te remercie vraiment pour ta disponibilité. Merci d'être venu. De m'avoir accueilli. Moi, je suis enchanté par la beauté de ces vaches et par l'odeur de ce qu'elles mangent. Je vais aller faire un petit tour, voir les veaux. Et puis voilà. Je pense qu'on est très content de cette rencontre. Et puis les Bitcoiners seront ravis de faire ta connaissance. Et j'espère qu'on aura pu ouvrir un petit peu l'esprit de certains agriculteurs à cette question de Bitcoin, monnaie alternative, qui présente beaucoup d'intérêt, particulièrement dans cette phase difficile socio-économiquement qu'on traverse. Voilà, Jérémy, à très bientôt. Merci Jacques, merci d'être venu me voir. Et puis à bientôt. Southbound train, hey, mama, rock me. Running from the cold up in New England, I was born to be a fiddler in an old-time string band. My baby plays the guitar, I pick a banjo now. Oh, North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't turning back to live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey,
trucking due south out of Roanoke. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke. But he's headed west from the Cumberland Gap, Johnson City, Tennessee, and I gotta get